Merci, Madame Brady. Avant de commencer, à mon tour, j'aimerais bien remercier Monsieur le professeur Bousfeha d'organiser ces journées concernant le déficit immunitaire commun de l'adulte. Donc, ces journées, sincèrement, ils nous rendent beaucoup service. Ils nous permettent de discuter un petit peu, revoir les différents aspects de ce déficit de l'adulte qui reste le plus fréquent des déficits immunitaires primitifs. Avant donc de commencer proprement de parler du traitement ou bien de la prise en charge du DICV, j'insiste sur que cette prise en charge doit être précoce. Pourquoi? Bon, ce qui suppose une prise en charge précoce, donc bien sûr, un diagnostic précoce, pour éviter les complications et surtout en ce qui concerne les complications sur le plan respiratoire, parce qu'on sait très bien que ces infections répétées, ils conduisent les patients aux dilatations de bronches avec les énormes conséquences. Le traitement précoce également et la prise en charge bien codifiée du déficit permet de réduire le nombre d'hospitalisations et par conséquent le coût de ces hospitalisations. C'est un traitement qui reste beaucoup plus symptomatique. Il repose surtout, donc la pierre angulaire dans cette prise en charge, c'est la substitution en immunoglobuline, ce qui est logique, vu que c'est un déficit en anticorps, donc il faut compenser ce déficit en anticorps par la substitution en immunoglobuline qui a un petit peu transformé le pronostic du DICV. Cette substitution va permettre de réduire la fréquence et la sévérité des infections et par conséquent, donc, on aura une meilleure qualité de vie et ces patients vont pouvoir améliorer leur espérance de vie. Donc, je vais insister surtout sur la substitution en immunoglobuline, qui n'est pas le seul volet thérapeutique dans le DICV, entre autres. Donc, il y a d'autres alternatives, et notamment, on sait très bien que ces patients font beaucoup d'infections, donc ils auront besoin d'antibiothérapie, que ce soit sur le plan préventif ou bien curatif, traiter les infections. Et bien sûr, donc, comme on l'avait bien remarqué, donc, on a vu tous les aspects. Il y a plusieurs aspects, c'est pratiquement une maladie systémique, donc il y a plusieurs manifestations en dehors des manifestations infectieuses qui nécessitent eux-mêmes donc une prise en charge particulière. Donc, tout d'abord, qu'en est-il de la substitution en immunoglobuline? Donc, cette substitution doit avoir des indications plus ou moins précises. Donc, tout hypogamma n'est pas indication à la substitution en immunoglobuline. Je profite pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure sur les hypogammas. Donc, juste pour ajouter une petite précision, les hypogammas dans l'IDCV, ils sont profondes. Donc, ce n'est pas tout hypogamma doit faire penser à un déficit en DICV. Elles sont profondes et on a un taux de protéines qui est, ou bien d'albumine qui est normal. Donc, cette substitution, elle s'impose d'emblée si le taux d'IgG est inférieur à 2 grammes et bien sûr s'il y a des antécédents d'infection graves ou bien des infections répétées. Et l'objectif est de diminuer les épisodes infectieux et bien sûr donc diminuer le nombre d'hospitalisations et des complications infectieuses. Si on décide pour une substitution, donc c'est une durée qui va être à vie parce que c'est un déficit qui est primitif, donc logiquement c'est à vie. On dispose au Maroc des deux voies. Donc, la voie intraveineuse, c'est la voie qui était connue depuis longtemps. Et récemment, donc, il y a la voie sous-cutanée également qui constitue une alternative thérapeutique à la voie intraveineuse. Donc, si on veut un petit peu comparer, voir quelle est la différence ou bien les avantages, voir un petit peu les avantages des deux voies et les inconvénients des deux voies, donc surtout la voie sous-cutanée qui vient d'être une alternative à la voie intraveineuse, elle se distingue ou bien on peut citer comme avantage qu'elle a peu d'effets systémiques. Pourquoi? Par rapport à la voie intraveineuse, parce qu'on fait les injections en sous-cutanée et l'absorption du produit, donc de la peau vers la voie systémique, c'est une absorption qui est lente. Et par conséquent, on aura moins d'effets systémiques par rapport, je parle d'effets secondaires bien sûr, par rapport à la voie intraveineuse, avec un taux d'IgG qui est plus ou moins, qui reste stable par rapport à la voie intraveineuse. Donc, comme je vous ai dit, donc,
il y a des avantages, il y a des inconvénients. Toujours dans les avantages de la voie sous-cutanée, c'est qu'il permet d'améliorer l'autonomie parce que le patient peut bénéficier de son traitement à domicile. Donc, il n'a pas besoin d'être hospitalisé plusieurs fois, mais à condition qu'il soit bien éduqué donc, et qu'il soit bien entraîné à faire son auto-injection ou bien il va avoir besoin d'une assistante donc qui va l'aider à faire l'injection jusqu'à ce qu'il apprend lui-même à faire ses auto-injections. Donc, pour la voie intraveineuse, c'est la plus utilisée. Certes, l'efficacité il est prouvée, mais il nécessite des hospitalisations, surtout mensuelles. Par rapport à la voie sous-cutanée, donc les prises, là, c'est parmi également les inconvénients. La prise, elle est au minimum une fois par semaine. Donc, si on revoit un petit peu les immunoglobulines intraveineuses qui sont disponibles au Maroc, on a des molécules, on a pas mal de molécules, mais donc, dans le coût, il reste très élevé pour presque toutes les molécules. On dispose également au Maroc de la voie sous-cutanée. Alors, pour la dose, qu'en est-il pour la substitution en IV? Donc, la dose préconisée, elle varie entre 0,4 et 0,8 grammes par kilo toutes les 3 semaines. Le dosage régulier donc, du taux résiduel des IgG, il s'impose première fois à 3 mois, puis tous les 6 mois. Donc, le taux souhaité, il est entre 5 et 8 grammes et cela varie en fonction du besoin du patient, surtout en fonction de la clinique. S'il fait beaucoup plus d'infections, donc on est amené à augmenter le taux de la substitution pour avoir un taux résiduel beaucoup plus important. Donc, surtout, on se base sur l'évolution clinique. Sur ce tableau, bon, il y a Bordeaux-Gris-Pierre, il a essayé d'avoir une stratégie thérapeutique par dose individualisée. Donc, ils ont proposé une dose de charge et puis après, une évaluation après 6 mois. Donc, c'est une évaluation qui va reposer sur la clinique, l'exploration fonctionnelle et l'imagerie et le taux résiduel d'IgG. Pour un taux qui est supérieur à 500 mg par décilitre, sans infection, on peut laisser la même dose initiale qu'on a préconisée au début. Mais s'il y a des infections, ou bien si le taux est moins de 500 mg par décilitre, eh bien, cette dose initiale, elle doit être multipliée par 1,5, voire 2 fois la dose initiale. Ou bien, on peut passer à la voie sous-cutanée. Et ceci pour avoir un taux résiduel qui dépasse ou bien qui se situe entre 600 et 800 mg par décilitre. Mais en pratique, nous, ce qu'on fait en pratique, on reste dans la dose de substitution qui se situe entre 0,4 et 0,8. Donc, pour la voie sous-cutanée, comme je vous ai dit, c'est une alternative également efficace des immunoglobulines. Elle est surtout intéressante chez les patients qui ont un capital veineux qui est diminué ou bien chez les patients qui font beaucoup d'effets secondaires par la voie intraveineuse. Comment on fait pour la voie sous-cutanée? Donc, c'est à l'aide, le patient peut prendre sa dose à domicile grâce à une pompe. C'est une pompe qui a l'avantage qui est portable et qui permet de s'auto-injecter. Donc, pour les patients qui n'ont jamais eu d'immunoglobuline, donc pour les naïfs qui vont démarrer pour la première fois les immunoglobulines, on commence par une dose de charge qui se situe aux alentours de 100 mg par kilo par jour, et ce pour une durée de 5 à 7 jours. Et puis, par la suite, cette dose peut être donnée par semaine. Parfois, donc avec un débit qui est plus ou moins variable. Et cette voie peut-être parfois pose parfois des problèmes de réaction locale au niveau des sites d'injection, mais comme je vous ai dit, elle reste une alternative également efficace et qui permet d'éviter aux patients les hospitalisations.
quant aux patients qui désirent switcher de la voie intraveineuse à la voie sous-cutanée, donc on peut démarrer cette voie 14 jours après la dernière perfusion des immunoglobulines par voie intraveineuse, après la dernière injection IV. Et par la suite, l'entretien, on va diviser la dose qu'il recevait par voie intraveineuse par 4, c'est-à-dire il peut recevoir 25% de la dose mensuelle par semaine. On peut parfois être amené à ajouter 1 ou 2 doses ou extra doses par mois si, bien sûr, le patient ne répond pas convenablement, il se fait toujours des infections. Cette voie sous-cutanée permet d'avoir un taux résiduel d'IgG plus élevé que la voie intraveineuse. Alors, comme tout traitement, les immunoglobulines également, ils ont des effets secondaires. Heureusement, ils sont rares. Les plus fréquents sont les effets mineurs, les effets secondaires mineurs, donc, et qui surviennent de façon précoce, c'est au moment de la perfusion. Ils sont résumés donc à des petits signes, à savoir les céphalées, les myalgies, la fièvre, les frissons, les douleurs lombaires, les vomissements. Donc, ces effets, ils régressent en réduisant le débit au minimum de la perfusion. Et si persistance, ils peuvent imposer l'arrêt de la perfusion et parfois on peut avoir recours à un traitement antalgique et antihistaminique, voire même les corticoïdes. Il y a des réactions également qui ont été d'hypersensibilité, surtout donc qui doivent faire rechercher les anticorps anti-IgA, et c'est là également l'indication de switcher vers la voie sous-cutanée. Peut-être cette réaction, elle va être moindre avec la voie sous-cutanée. Bon, d'autres effets secondaires, surtout l'hémolyse. Les méningites aseptiques se voient surtout, également, c'est une complication qui est décrite surtout avec des perfusions rapides de forte dose d'immunoglobulines. Et pour vaincre cet effet secondaire, donc on a besoin d'une bonne hydratation par sérum salé et le recours parfois aux INS, paracétamol, corticoïdes, et c'est un effet qui disparaît au bout de quelques jours. Les complications rénales, donc chez les patients prédisposés à faire des complications rénales, il faut utiliser des produits qui sont pauvres en saccharose. Ça a été également décrit des complications cardiovasculaires à type de thrombose, d'AVC et d'embolie pulmonaire. Et également, donc, il y a une inhibition de la réponse immunitaire au vaccin. Donc, il faut bien évaluer la réponse adéquate après la vaccination. Donc, il y a des facteurs qui sont associés au risque infectieux, et notamment le déficit, comme ça a été bien précisé, en déficit B-mémoire, les déficits en IgA, Ig et IgM, parce que les immunoglobulines sont surtout à base d'IgG, et quand il y a des lésions d'organes associées. Il faut savoir que ce traitement substitutif par les immunoglobulines polyvalentes, il est surtout efficace sur les complications infectieuses, mais il y a d'autres manifestations du DICV où le traitement substitutif seul n'est pas suffisant. Donc, il a notamment dans les DDB, les diarrhées chroniques, les cytopénies, les granulomatoses et les hépatopathies. Donc, d'où on doit avoir recours à d'autres thérapeutiques plus ou moins spécifiées. Donc, qu'en est-il des infections respiratoires qui sont les plus fréquentes dans le DICV? Donc, tout d'abord, le traitement antibiotique doit avoir 2 volets. Un volet préventif et puis après un volet curatif. Donc, pour le traitement préventif des épisodes infectieux, il repose sur l'antibioprophylaxie, donc à base de macrolide, amoxicilline, cotrimoxazole. Et s'il y a une DDP, le choix sera peut-être beaucoup plus chez l'adulte pour les macrolides. Mais il faut dire qu'il n'y a pas un consensus, donc il n'y a pas des recommandations ou bien un traitement qui est codifié. En ce qui concerne le traitement des vrais épisodes infectieux, donc il repose d'abord sur une antibiothérapie probabiliste en attendant de mettre
en évidence le germe. Cette antibiothérapie probabiliste va viser les germes encapsulés en première intention. Donc, on va avoir recours à l'amoxicilline acide clavulanique ou bien aux céphalosporines. Et puis, bien sûr, en fonction des résultats de l'antibiogramme et des prélèvements, donc on va adapter notre antibiothérapie. Pour les dilatations des branches, donc ça nécessite une augmentation, d'abord une augmentation des besoins en immunoglobulines, plus que les sujets qui n'ont pas cette complication, plus d'autres mesures, donc à savoir la kiné, parfois le recours au bêta-2 mimétique inhalé s'il y a un syndrome ventilatoire obstructif, corticothérapie inhalée, donc il reste discuté, et bien sûr l'antibiothérapie et si nécessaire, donc l'indication au traitement chirurgical. Donc, pour les autres complications, notamment non infectieuses, qu'on voit également dans le DICV, les immunoglobulines, là, ils n'ont pas montré une efficacité spectaculaire. Donc, de ce fait, on a recours à d'autres thérapeutiques. Par exemple, donc, dans le cas des granulomatoses, c'est les corticoïdes, plus ou moins les immunosuppresseurs. L'association rituximab, azatioprine ou MMF, si échec de la corticothérapie, c'est un recours thérapeutique malgré que c'est un déficit immunitaire et elle a montré dans plusieurs études une efficacité sur ces granulomatoses. L'atrophie villositaire, comme ça a été bien mentionné par professeur Hliwa, là, le régime sans gluten, il est inefficace. Donc, peut-être, ça a été décrit, l'efficacité du bidozénide qui reste le traitement de choix. Pour les cytopénies auto-immunes, la prise en charge est à peu près, elle se rapproche de la prise en charge des cytopénies en dehors du contexte du déficit immunitaire. Cependant, il y a des précautions ou bien des mesures à prendre par rapport aux sujets immunocompétents. Et notamment, donc le traitement on va avoir recours à corticothérapie, à l'azotio, aux immunosuppresseurs. Donc, il faut faire attention. Donc, pour la splénectomie, c'est un geste à éviter parce que ça augmente les risques d'infection, surtout pneumococcique. Sinon, pour le traitement, peut-être, c'est la même chose que chez le sujet non immunodéprimé. Donc, pour les vaccinations, pour les patients qui sont substitués, la vaccination également, elle est recommandée, notamment le vaccin de la grippe saisonnière. Il faut également ne pas oublier de vacciner même l'entourage. La vaccination antipneumococcique, elle est conseillée. Et cette vaccination doit être faite à distance des perfusions des immunoglobulines et dans des sites différents. Pour les vaccins vivants contre-indiqués, pour les vaccins vivants, ils sont contre-indiqués. Bon, bien sûr, je pense que le professeur Bousfeha a déjà répondu à la question vaccin et Covid, donc c'est autorisé. Le diagnostic, donc dès le diagnostic du DICV, donc en parallèle au traitement, ça suscite également une surveillance qui doit être régulière à la recherche de complications, au moins tous les 6 mois, donc un bilan biologique de routine, dosage vitaminique, surtout s'il y a des troubles digestifs, donc des explorations radiologiques, bien sûr, qui vont être orientées par la clinique. Donc, on peut dire, donc, en conclusion, que dans la prise en charge du DICV, la substitution en immunoglobuline reste le traitement ou bien la pierre angulaire sur laquelle repose c'est la prise en charge des DICV, mais ce n'est pas le seul traitement parce que du moment donc, il y a les autres manifestations qui ne répondent pas à la substitution d'immunoglobuline seule. Donc, cette substitution doit être précoce pour prévenir les complications. Et bien sûr, donc, il y a d'autres mesures associées. Et avant de terminer, j'insiste sur la collaboration entre les différents spécialistes pour bien prendre en charge ces patients parce qu'ils ont des manifestations qui sont variées.
on peut dire qu'au sein de notre CHU, nous assurons, je profite de l'occasion pour remercier tous les confrères et les consoeurs, donc parce que effectivement, on sent qu'il y a cette collaboration dans la prise en charge de ces patients. Je vous remercie.